Salam alaikum al-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des événements qui jettent encore le doute sur la direction de l'Algérie nouvelle. En effet, après l'échec du BRICS, de la diplomatie algérienne et de son économie, c'est autour de la deuxième élimination consécutive de l'équipe nationale en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN au Côte d'Ivoire. Qui est responsable de cet échec? Cet échec est-il sportif ou politique? L'Algérie nouvelle de M. Tebboune collectionne en effet les échecs, puisque les autorités maliennes à Bamako ont annoncé que l'accord d'Alger est désormais mort et enterré. Colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement installé par les militaires, ce dernier a invoqué le changement de posture de certains groupes signataires, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes dans le pays et le chef de file de la médiation. Dans un communiqué lu à la télévision d'État par le gouvernement, constate l'inapplicabilité absolue de l'accord d'Alger et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat, ajoute le communiqué. En réponse à ce communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien a le devoir d'informer le peuple malien de toute la vérité. Je cite, l'Algérie a un devoir d'information envers le peuple malien frère. Ce dernier sait que l'Algérie n'a jamais failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, avec sincérité, bonne foi et solidarité indéfectible envers le Mali frère. Ce qui signifie clairement que ceux qui sont à la tête de l'État malien ne travaillent pas pour l'intérêt et la stabilité du Mali. Une chose est sûre, le torchon brûle entre le Mali et l'Algérie. Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc, rétro-info de la semaine. On va revenir sur deux thèmes qui ont marqué l'actualité cette semaine. L'élimination de l'équipe nationale à la CAN, donc au Côte d'Ivoire, mais aussi ce qui se passe en termes de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. On va entamer cette émission avec nos invités et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nasser Gdioura, ex-international algérien. Il est avec nous depuis Paris. Nasser Gdioura, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup. Je suis ravi de participer à cette émission. Voilà. Donc, si on peut apporter des choses positives, on apportera pour notre football. Voilà. Barakallahu fik, يعطيك الصحة سي ناصر. ناصر Gdioura, c'était bien sûr une déception, un échec de l'équipe nationale. Si on peut dire, c'est le deuxième échec consécutif par rapport à la CAN, mais aussi au mondial, de se qualifier au mondial. Comment vous avez vécu cet échec, Nasser Gdioura? Tristement, parce que c'est notre pays, c'est notre équipe nationale. On est héritier un peu de cette équipe nationale. Et aujourd'hui, on a fait deux échecs consécutifs. Et c'est plus la Coupe du Monde. Ça fait 3 échecs comme ça. Donc, et ça, c'est pas un hasard. Heureusement qu'on a des joueurs qui sont prêts. Donc, c'est un produit prêt. Mais c'est pas la cause, c'est pas les joueurs, c'est pas l'entraîneur, c'est la cause, c'est tout un système au niveau technique et administratif, au niveau footballistique, donc dans l'ensemble du système du football. Il y a un manque de techniciens, manque de responsables spécialisés dans ce domaine. Donc le football, ça commence pas en équipe nationale, ça commence à la base. Donc les fondamentaux ne sont pas respectés. Donc il y aura pas donc on ne peut pas espérer à quelque chose. Donc on n'a que l'arbre qui cache la forêt à chaque fois.
Donc, et en plus, on n'a jamais profité de la dynamique d'une Coupe du Monde depuis 82. 82, on a été Coupe du Monde. C'est là qu'il faut profiter pour construire des vraies équipes, des vrais centres de formation, des vrais entraîneurs. Aujourd'hui, c'est pas un hasard que les Français ils sont les meilleurs au monde de la formation. Très bien. Vous avez parlé de responsabilité, Nasser Gdiora. J'aimerais vous faire entendre les déclarations de Mahrez après donc, cette élimination de la CAN. On va l'écouter, je reviens à vous juste après. Pour eux et nos familles, parce que c'est pour eux qu'on joue. Voilà. Bien sûr pour nous, mais pour les familles et le peuple qui nous suivent de partout et qui ont cet amour de la patrie, cet amour du pays comme on a. Et voilà, on est très touchés par ça. On espère que ça va rebondir, Inch'Allah. Dans le futur, faudra faire attention à cette jeune équipe et les accompagner tout doucement pour qu'ils écrivent leur histoire, Inch'Allah. Donc ça, c'était les déclarations de Riyad Mahrez, le capitaine de l'équipe nationale. On va écouter aussi les déclarations, parce que vous avez parlé, Nasser Gdiora, des responsabilités. Il faut définir les responsabilités. Est-ce qu'on parle de la responsabilité du coach de Belmadi, des joueurs, du staff technique, du système, comme vous l'avez dit? Mais par contre, il y a eu des déclarations de Abdelmajid Tebboune concernant le coach Belmadi. Il faut le rappeler qu'en 2019, donc, il a gagné cette Coupe d'Afrique quand personne n'attendait cette victoire de l'équipe nationale. On écoute. confirme وكما يقول لك بالعربية أبصم بالعشرة صح استقبلته أنا وكنت باش نستقبله في مدة ديجا إنسان طيب إنسان قام بعمل جبار طلع المعنويات تاع الجزائريين ويستاهل كل خير صارت له بالماضي ستان كوتش اللي كثير من الدول حاسدين عليه وجاب نتيجة ويجيب نتيجة وصارت له ما فيش Nasser Gdiora, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va essayer de profiter au maximum de ce temps que vous nous avez accordé. Barakallahu fik. Quand on entend des déclarations pareilles du président de la République, bien sûr, le peuple algérien était derrière Belmadi par rapport donc surtout à la victoire de 2019 en Égypte, mais après donc cet échec, cette défaite au Côte d'Ivoire contre la Mauritanie, Nasser Gdiora, beaucoup ont essayé de montrer du doigt, si on peut dire, la responsabilité de Djemal Belmadi par rapport à cet échec. Quelle est votre réaction et qui est responsable de cette situation, de cet échec? Non, il faut pas condamner systématiquement un entraîneur qui a fait du bien au football algérien pendant 4 ou 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est pas que l'entraîneur, parce que c'est lui, il a fait avec les moyens qu'on lui a donnés. Voilà. Et le football algérien, ce que je vous ai dit, heureusement qu'il y a des binationaux là qui ont sauvé un peu la mise. Mais le travail, le reproche, c'est en amont, c'est à partir de longtemps. C'est depuis longtemps que le football algérien il est malade. Il y a des gens qui font pas de leur boulot, qui sont pas compétents, et à partir de là, aujourd'hui, bon, il est arrivé à un cycle où il peut plus avancer. Donc voilà, il espérait encore faire une bonne CAN, mais dommage, aujourd'hui les joueurs ils n'étaient pas à la hauteur. Et c'est un grand échec pour lui et pour le peuple algérien et pour tous les sportifs algériens. Vous avez parlé de système très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire le système pour vous, Yannick, quand vous parlez de système? Le système, c'est les institutions du sport qui ne sont pas à la hauteur. Voilà. Voilà. Donc vous pensez que ce n'est pas une question de coach, c'est beaucoup plus une question de vision politique sportive, si on peut dire? On n'a pas de vision. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vision en Algérie. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, ça va très bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Je vous souhaite un très bon voyage en tous les cas. Barakallahu fik. Nasser Gdioura qui était avec Merci beaucoup Nasser Gdioura, international algérien. Il était avec nous depuis Paris. Si on a dans cette émission Abderrahim Moussawar qui est enseignant militant politique, il est avec nous depuis Paris via Skype. Mourad Yefsah aussi qui est avec nous aussi via Skype depuis Paris, militant politique. Mourad Yefsah, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, bonsoir Moussawar, notre ami Moussawar, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup Abderrahim Moussawar, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs. Merci beaucoup Abderrahim. Barakallahu fikoum. Mourad Yefsah, votre aperçu par rapport à la situation de l'équipe nationale, l'élimination de la CAN, un autre échec si on peut dire. Vous avez entendu les déclarations de Nasser Gdioura, l'ancien international algérien. Comment vous l'avez vécu cet échec et comment l'expliquer aussi? Moi personnellement, je regarde pas vraiment de manière assidue le football, mais c'est vrai que ce que vient de dire le sportif, qui est lui donc dans le domaine, les causes d'un échec, ils sont pas uniques, ils sont multiples. C'est tout à fait normal qu'en premier lieu, pour posséder une bonne équipe, il faut former des jeunes, il faut former des sportifs. Il n'y a pas de miracle dans tous les domaines, c'est pareil. Pour avoir de bons ingénieurs, il faut les former à la base, donc de la maternelle jusqu'à l'université. Pour avoir de bons médecins, la même chose. Pour avoir un bon chauffeur, la même chose, etc. Dans tous les domaines. Donc pour avoir un beau sportif, il faut avoir effectivement de bonnes écoles, donc de formation de sportifs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que les sportifs sont formés, il faut bien sûr l'organisation qui puisse mettre en œuvre leur qualité. Et donc, il faut des institutions qui soient propres, des institutions qui soient honnêtes, avec des responsables qui sont sélectionnés par leurs pairs, par les principaux concernés, avec un contrôle concernant, parce que c'est un monde dans lequel il y a beaucoup d'argent et qui effectivement, malheureusement, c'est un aspect qui pollue tout le monde du football essentiellement. La troisième chose, bien entendu, un coach c'est quelque chose de fondamental. Il ne peut pas exister, ce n'est pas vrai. J'ai enseigné pendant des dizaines d'années. On ne peut pas avoir une bonne classe, un bon amphi d'étudiants ou une bonne classe donc d'élèves si on n'a pas un bon enseignant, donc quelqu'un qui transmet, qui dirige, qui coach, qui encourage, qui effectivement donc rectifie, etc. Donc il y a plusieurs causes. Il y a tous les nouveaux, à mon avis. Hein, donc, si j'ai bien compris, j'ai lu quelques articles et j'ai vu quelques matchs. À mon avis, donc à plusieurs niveaux, il y a eu des erreurs. Hein, donc, en dehors du fait effectivement que l'institution sportive, le ministère de la jeunesse et des sports, ça fait très longtemps depuis qu'il y a des signaux, il y a des alertes qui ont été lancées. Je pense qu'il y a une responsabilité importante à ce niveau-là, mais il y a aussi donc à d'autres niveaux, il y a eu des défaillances. On a vu aussi donc des joueurs qui n'étaient pas très combatifs par rapport aux autres matchs que moi personnellement j'avais l'habitude de voir. Ils n'étaient pas très comment dirais-je, on voyait bien que ils n'avaient pas le moral pour gagner. Et là il y a aussi la pression sur les joueurs.
Donc les joueurs, par exemple, qui sont partis de France, on a bien vu qu'ils sont partis dans un état mental, je dirais, bas, parce qu'ils ont subi aussi des campagnes médiatiques de dénigrement. Certains ont été condamnés, d'autres ont été interpellés, d'autres ils ont eu des sanctions disciplinaires, etc. C'est un aspect aussi. C'est pas pour dire que c'est ça l'essentiel, mais c'est aussi un aspect qu'il faut pas négliger. Très bien. Voilà. Très très bien. Restez avec nous, Mourad Fsah. Abdelrahim Moussawar, votre analyse des choses. Est-ce que vous pensez donc que cet échec est un échec sportif de l'équipe nationale et ça reste dans le domaine sportif ou ça dépasse le domaine du sport, si on peut dire, ou footballistique, et c'est beaucoup plus un échec politique. Et à ceux qui disent aussi c'est un échec de l'Algérie nouvelle, entre guillemets. À regarder la Coupe d'Afrique des Nations, il est tout à fait normal de dire que c'est d'abord un échec sportif, une équipe qui participe à une compétition et puis qui se fait éliminer dès la phase des poules, dès le premier tour. C'est d'abord un échec de perception sportive. Après, il y a des dessous. On se pose la question comment cette équipe, avec ce coach qui nous a fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, se fait éliminer 2 fois de suite de la Coupe d'Afrique des Nations et puis une élimination cuisante aussi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a 2 ans de cela. Là, je pense que il n'est pas facile de construire quelque chose de normal, une entité normale dans un ensemble qui est anormal. Donc c'est là qu'on revient d'ailleurs au propos de M. Guedioura qui vient à l'instant de donner sa version, plutôt sa vision des choses. C'est vrai que si les institutions en Algérie, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur trajectoire ou domaine, sont infestées de corruption, c'est-à-dire de passe-droit dans tous les sens. Je pense que l'institution sportive ne fait pas d'exception à tout ça. D'ailleurs, on a vu des scandales par-ci, par-là dans le domaine du judo, de la boxe, dans le domaine du karaté féminin en Algérie. Je pense que ce qu'il se passe dans la question footballistique, c'est exactement une continuité d'une faille d'un système multidimensionnel qui a, dans la corruption dans les esprits, mais aussi dans la pratique, a gangréné tous les domaines. En 2019, l'équipe nationale d'Algérie a pu gagner avec l'une des plus belles des manières la Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsqu'on entendait à cette époque-là les joueurs, l'entraîneur, c'est-à-dire le sélectionneur national parler, il n'hésitait pas à parler du peuple, à parler des aspirations du peuple, vouloir honorer ce peuple qui a donné une très très belle image de l'Algérie à l'international, notamment dans la phase Hirak depuis 2019. Donc cette belle image donnée par les Algériens ne pouvait qu'être couronnée par un sacre au niveau africain, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous savez, il y a beaucoup de sujets qui ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre aujourd'hui, sur le plan sportif, sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan social, et surtout la base de tout ça sur le plan politique. Donc c'est tout un système. Lorsqu'on parle du système sportif, lorsqu'on parle du système d'éducation, lorsqu'on parle du système économique, cela ne peut être dissocié du système politique là-haut. Ça veut dire aujourd'hui, même si on ramène la meilleure équipe qui soit, même si on ramène le meilleur entraîneur qui soit, lorsqu'on les met dans un système truffé de corruption, de passe-droit et d'injustice, d'inégalité, bien sûr, ils auraient du mal à avancer, ils auraient du mal à réaliser la moindre réussite. Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi, Abdelrahim Moussawar, dans l'instabilité? Vous avez parlé des institutions, mais aussi de l'émission du politique, si on peut dire, dans les institutions sportives. Quand on voit par exemple, dans les 5 dernières années, il y a eu presque 5 présidents de la FAF. On parle de Arourawa, quand il est parti, et on parle après de Zachi, on parle de Sharaf el-Din Amara, on parle de Zefzef, et là le dernier, donc Sadi,
il y a une vraie instabilité au sein de cette institution, Abdelrahim Moussaoui. Il me semble que la question de l'instabilité, c'est quelque chose de tout à fait normal dans un système instable, dans un système illégitime, dans un système illégal à l'échelle nationale en Algérie. Rappelons aussi que même sur le plan politique, à chaque fois qu'il y a un président nouveau désigné par la junte militaire, il ramène sa nouvelle constitution. Combien de constitutions ont été mises en Algérie? Là, on parle de la loi suprême du pays. Nous ne parlons donc pas de ces fédérations, que ce soit au niveau des wilayas, au niveau national de football ou même dans les autres domaines. Aujourd'hui, je voudrais féliciter, quel que soit le résultat de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans la discipline handball, je voudrais remercier et saluer notre équipe nationale qui fait quelque part l'exception. Donc, l'instabilité, c'est une constante dans le système de gouvernance en Algérie, à toutes les échelles. Vous l'avez rappelé, Abdelrahim Moussaoui, donc l'équipe de handball, de l'équipe nationale de handball, un exploit, elle est arrivée donc en finale contre l'Égypte. Quand on voit par exemple ce qui se passe en ce moment en termes de communication, Moradif, jusqu'à maintenant, rien n'est clair, c'est le flou total par rapport donc au futur de Belmadi. On dit qu'il y a eu entente mutuelle avec la FAF, alors que c'est avéré, il n'y a pas eu de cette entente que Belmadi va quitter son poste. On est en train de constater qu'il y a une vraie cacophonie en termes de communication par rapport au futur donc de Belmadi. Comment peut-on l'expliquer, d'après vous, Moradif, cette cacophonie? Premièrement, il me semble avoir lu dans un des journaux algériens donc un communiqué dans lequel, enfin un article dans lequel il était dit qu'officiellement il n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale. Maintenant, il est vrai que ce qui vient de se passer, donc cette défaite, elle est vécue par la jeunesse, et c'est tout à fait normal parce que le football, le sport en général, est l'un des rares loisirs que la jeunesse algérienne a. Donc c'est dans les stades que la jeunesse se défoule, et donc ça prend un caractère un peu, je dirais, très important, et une défaite comme celle-là, elle a provoqué une crise. C'est tout à fait normal. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette cacophonie, avec bien sûr une non-maîtrise de la part donc des responsables de ce type de crise, de ce niveau de crise, et la communication qui s'y est. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, c'est vraiment s'il avait gagné, on aurait vu effectivement donc des photos avec des hauts responsables de l'État le porter sur les épaules, et s'il perd, c'est une crise politique. C'est vraiment malheureux parce que au lieu d'essayer de plutôt faire le bilan, essayer de comprendre les causes donc de cet échec et de tenter d'y remédier à tous les niveaux, parce que les causes de l'échec sont à différents niveaux. Là, c'est plutôt donc je dirais, les gens sont abasourdis, donc les responsables, au même titre que les jeunes, ils sont abasourdis, alors que là, ils sont plutôt normalement, leur rôle, c'est d'expliquer et de rentrer dans une démarche donc de discussion, d'explication, d'identification des causes de cet échec et de décision par rapport aux mesures à prendre pour que ce type d'échec ne se répète plus. Très bien. Très rapidement, Abdelrahim Moussaoui, si vous voulez rebondir par rapport à cette dernière question.
Alors justement, il me semble qu'il y a un élément essentiel à soulever concernant la continuité ou pas, concernant l'avenir de Jamal Belmadi. Vous savez, dans un État qui se respecte, un État avec des institutions qui ont un socle, qui ont des objectifs et qui ont une trajectoire de travail bien déterminée, lorsqu'on fait signer un contrat à son interlocuteur, donc en l'occurrence Jamal Belmadi, le contrat doit avoir des objectifs, il doit avoir des articles bien déterminés. Est-ce qu'il y a eu des objectifs dans ce contrat? En même temps, faire signer un contrat de longues années sans objectif, là ça renseigne sur le déphasage de cette institution sportive et surtout footballistique. Je dis bien footballistique parce que nous avons un système en Algérie qui a toujours tenté de faire du football ce que appellent traditionnellement les systèmes totalitaires l'opium du peuple. Et donc aujourd'hui, ramener tout cet intérêt avant la CAN, pendant la CAN et après la CAN avec des spéculations, avec toute cette cacophonie autour de l'avenir de l'équipe nationale, autour de l'avenir de Jamal Belmadi, il me semble qu'il y a un élément essentiel derrière tout ça, c'est la gestion. Et lorsqu'on parle de la gestion, on parle de tout un système qui est derrière, un système politique défaillant. En 2019, quand il y a eu ce succès à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce qu'en Algérie, nous avons un peuple par millions dans les rues qui se présentait comme le légitime interlocuteur de l'Algérie et que lorsqu'on a des comptes à rendre à l'Algérie, on a des comptes à rendre au peuple. Aujourd'hui, le peuple, il est emprisonné à ciel ouvert en Algérie. Le seul moyen qu'on donne au peuple de s'exprimer dans les réseaux sociaux, sur Internet, dans des articles de journaux, à la télé, c'est uniquement la presse. Et vous voyez cette presse aux ordres, que ce soit le NTV ou la presse privée qui est gagnée au système. Donc là, ça nous renseigne sur la volonté réelle de ce système qui nous jette bien sûr des débats sur un avenir footballistique du pays, mais on se pose réellement la question sur l'avenir social, sur l'avenir économique, sur l'avenir politique. Je n'ai pas envie d'être un rabat-joie. Je suis un Algérien comme tous les autres. Je suis toujours content, heureux du succès de notre équipe nationale, mais regardons la réalité en face. C'est que derrière ce contrat, il y a eu des calculs. Aujourd'hui, Jamal Belmadi, l'équipe nationale, ne mérite pas que d'être insulté. L'insulte, elle n'est pas acceptable. Les critiques, oui. Demander des comptes, oui. Mais il faut qu'il y ait une transparence. Or, elle est tout à fait absente depuis l'indépendance du pays dans la gestion des affaires. Très bien, restez avec nous, Abderrahim Moussawar. On va entamer donc le deuxième sujet de cette émission. On va revenir sur la décision du pouvoir du Mali, de Bamako, donc de mettre fin aux accords d'Alger. Qu'est-ce que cela veut dire diplomatiquement? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à notre pays en termes de relations avec notre voisin, le Mali? Toutes ces questions, on les posera à nos invités juste après cette petite intro. Le pouvoir militaire accuse l'Algérie d'ingérence et de terrorisme. Donc là, on parle du Mali, bien sûr. On va revenir sur le communiqué de du colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole des autorités maliennes, donc à Bamako. On a été rejoint par M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Et Barfik, bonsoir. Nassad, bonsoir aux invités, bonsoir à ceux qui suivent l'émission. Merci beaucoup, Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, avant de vous donner la parole par rapport à cette question, on va écouter le communiqué qui a été lu par le porte-parole du gouvernement donc, de Bamako, le colonel Abdoulaye Maïga. On l'écoute et je reviens à vous juste après. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité
et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. Mohamed Khelfaoui, vous avez entendu donc le colonel Abdoulaye Maïga dans ce communiqué des accusations graves par rapport donc à notre pays. Comment peut-on expliquer ce revirement, d'après vous, de l'Algérie nouvelle qui a surpris les observateurs de la scène sahélienne contre le Mali, mais aussi contre le Niger? N'y aurait-il pas un clan ou une force qui pousse la gouverne algérienne vers un autre amérissage, d'après vous, Mohamed Khelfaoui? Je me suis exprimé déjà sur la question, enfin superficiellement peut-être, mais lorsqu'on parle de clan, de force ou tout simplement de nouvelle orientation des intérêts ou même de nouveaux paradigmes, il est vrai que notre position contre les changements de régime par la force militaire n'a jamais été aussi tranchée. Il est vrai aussi que le rejet du plan d'Alger 2015, mort-né d'ailleurs entre parenthèses, met la région dans un état sécuritaire incertain, impliquant tant le pouvoir de Bamako que le Niger, que la Mauritanie également. Et il donne aussi la possibilité aux ennemis des pouvoirs militaires révolutionnaires, le colonel Goïta ou Tchiani, général Tchiani du Niger, ou Ibrahim du Burkina Faso, d'agir pour anéantir les espoirs nés avec cet événement, ce qui y sont venus. Mais on constate tous cette déclaration du gouvernement de Bamako, de porte-parole, et il utilise particulièrement deux termes très, très forts là. L'hostilité de la République algérienne et exige. Donc vous voyez un peu cette escalade verbale à laquelle on s'est jamais attendu et qui a surpris plus d'un, en effet plus d'un, c'est-à-dire le ton d'un côté que de l'autre. Que se passe-t-il? On ne voit pas très clairement, mais on va dire que le plan d'Alger qui est là depuis 2015, en fait, il y a eu plusieurs plans, que le problème Touareg avec le pouvoir central de Bamako, il est là depuis 1963, si ma mémoire est bonne, selon mes lectures, depuis 1963, beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs, et jusqu'à maintenant. Mais aussi bien les responsables du Mali que ceux du Niger doivent quand même s'interroger sur une curiosité. Pourquoi, avec la participation de la France à Ouagadougou en 94, donc il y avait le Burkina Faso et la France, qui étaient eux médiateurs par rapport au problème nigérien, qui est le même, Touareg avec le pouvoir central de Niamey. Ils ont réussi jusqu'à ce jour. À ce jour, on ne parle pas de problème au Niger. Pourquoi au Mali, ça persiste? Pourquoi au Mali, ça continue? Il y a, on dit sous roche, ou alors, je ne sais pas, des moyens, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a lieu quand même de voir où vont les choses. Voilà un peu globalement ce que je voulais dire. Très bien. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui, puisqu'on a avec nous aussi, on a été rejoint par Konta Ali, analyste politique. Il nous a rejoint depuis Bamako, le Mali. Konta Ali, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci beaucoup à vous et à vos téléspectateurs ainsi que vos autres. Konta Ali, comment peut-on expliquer donc ce revirement, si on peut dire, des autorités maliennes à Bamako concernant donc cet accord de paix d'Alger datant de 2015? Pourquoi, d'après vous? L'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger
a connu beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre, puisque l'environnement du Mali ou bien du Sahel est en mouvement, est en évolution constante. Alors que cet accord, il est resté caduc, il est immobile en fait. Il est immobile, il n'arrive pas à accompagner les évolutions continues dans la région. On a connu 2 coups d'État, on a connu des changements graves au niveau de la politique interne et externe, mais cet accord-là, il n'a pas voulu être souple. Cet accord n'a pas connu vraiment cette souplesse qui lui permette maintenant de surmonter ces obstacles-là. Je peux dire que le Premier ministre Choguel Koukalamaïga, avant même qu'il arrive au pouvoir, il avait parlé plusieurs fois d'une application intelligente de cet accord, puisqu'il y a ces articles qui ne sont pas applicables. Peut-être les hommes qui ont signé cet accord-là, qui sont aujourd'hui absents de la scène politique, quels que soient maliens ou bien même parmi les leaders des groupes armés, ils ne sont pas aujourd'hui présents. Ils sont tous soit morts, soit absents de la scène politique. Cela explique que vraiment l'accord n'a pas voulu, ou bien l'accord n'a pas pu être, c'est-à-dire être en conformité avec les évolutions et les événements. Donc maintenant, et certains groupes armés, c'est-à-dire ont exigé l'application de leur vision des choses. Par exemple, quand on est arrivé aux opérations de DDR, c'est-à-dire de la démobilisation et de l'insertion de certains éléments, maintenant, les leaders voulaient garder leur grade. Par exemple, si vous étiez colonel dans votre mouvement, quand vous intégrez l'armée malienne, vous restez toujours colonel. Donc cela n'a pas vraiment pu passer. Les gens ont essayé d'expliquer que vraiment il faut voir comment est-ce que vous pouvez vous intégrer tout ça, mais cela restait vraiment caduc. Les leaders... Mais le ton du communiqué, quant à Ali, le ton du communiqué, c'est un ton menaçant. Ça, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères. On va voir le communiqué donc du gouvernement, si on peut dire provisoire, de la transition du Mali. Là, il utilise un ton menaçant. Il parle que le Mali invite les autorités à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN a exacerbé la menace terroriste, il en demeure pas moins que c'est l'installation de le Sahara du groupe salafiste pour la prédiction et le combat algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. On accuse l'Algérie de terrorisme quant à Ali, mais aussi, on parle du mouvement le MAC, qui c'est un mouvement séparatiste algérien. Est-ce que vous pensez que cette menace aussi, elle est due à la visite de l'imam, si on peut dire, l'imam de la confrérie Kontia, Mahmoud Deko, qui a fait donc que cette crise entre le Mali et le Niger, d'après vous? D'accord. Vous savez que vraiment, nous d'abord, nous regrettons, c'est-à-dire le niveau dans lequel les relations bilatérales sont arrivées. Vraiment, nous regrettons cela. Mais il faut savoir que les groupes séparatistes qui sont accueillis aujourd'hui en Alger, ils sont en coopération étroite avec les groupes terroristes. Cela n'est pas l'effet d'aujourd'hui. Depuis les événements de 2012, ils collaborent ensemble. C'est eux-mêmes qui ont causé la chute de l'État malien dans les régions du Nord, Kidal, Gao, Tombouctou, ainsi de suite. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand vous collaborez avec de groupes séparatistes,
qui sont accusés de commettre des actes terroristes, vraiment cela pose des questions. Et à notre niveau, nous sommes en train d'observer maintenant l'évolution de la dégradation des relations. Nous avons vu récemment comment est-ce que les deux ambassadeurs ont été convoqués. On a vu aussi la visite de Cheikh Diko que vous avez évoqué. L'imam Diko, c'est un homme vraiment très connu dans la région, influent. De fait de lui inviter dans ces moments critiques, cela aussi pose des questions. Puisque le gouvernement malien dit qu'il n'est pas au courant, il n'a pas été consulté ni de la visite de Cheikh Diko, ni de la visite ou bien ni de l'accueil de ces leaders des mouvements séparatistes. Donc le gouvernement malien soupçonne que vraiment cela soit un complot contre lui. Voilà. Donc c'est dans cette optique que le gouvernement réagit. Mais vraiment, nous pensons que cette crise peut être surmontée si l'Algérie montre plus de bonnes intentions. Si l'Algérie collabore beaucoup plus avec le gouvernement malien, je pense que nous pouvons éviter, c'est-à-dire la rupture totale de relations, parce que je vois que nous assistons maintenant à une escalade de relations, et cela vraiment n'est pas bon ni pour l'Algérie ni pour le Mali qui partagent. Vous avez parlé de rupture, quant à Ali. Vous avez parlé de rupture. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'en arriver jusqu'à la rupture des relations entre le Mali et l'Algérie, mais aussi qu'est-ce que les autorités à Bamako attendent de l'Algérie? Oui, effectivement, parce que quand on voit depuis un certain moment, les relations ne cessent vraiment de s'escalader. À chaque fois, on voit des tonnes, c'est-à-dire procès par-ci et par-là. Donc, nous pensons que si l'Algérie ne prend pas l'initiative, comme il l'a toujours fait, ne prend pas l'initiative d'essayer d'apaiser ces climats, je pense que nous allons assister à une rupture. Mais il faut pas oublier que, c'est-à-dire ces jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont pas uniquement militaires, ils sont civilo-militaires, okay? Mais ils ont vraiment une diplomatie agressive envers tout ce qui est, c'est-à-dire leur cause de problèmes, soit à l'interne, soit à l'externe du pays. Donc cette diplomatie agressive, il faut que cela, c'est-à-dire soit tenir en compte par nos voisins. Par nos voisins, il faut que aussi ils observent l'évolution des événements à l'intérieur du Mali pour pouvoir maintenant agir. Autant du président Ibrahim Boubacar Keïta, cela peut-être ne posait pas de problème si vous accueillez qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je pense que les donnes sont différentes. Donc il faut vraiment dialoguer avec ce gouvernement. Il faut l'informer pour que vous n'arrivez pas à un stade où, c'est-à-dire les relations vont se détruire davantage. Donc pour vous, très rapidement, quant à l'Algérie, pour les autorités maliennes, est une source de problème, pour l'instant. Oui, ça c'est la version gouvernementale. Mais nous, en tant qu'observateurs, peut-être nous partageons d'autres avis puisque c'est là. Nous pensons que aussi l'Algérie peut aussi jouer des rôles positifs, peut aussi, c'est-à-dire engager des discussions pour encourager ces groupes séparatistes aujourd'hui de s'impliquer davantage dans le dialogue direct entre Maliens. Je pense que c'est là l'occasion, c'est-à-dire idéale pour que l'Algérie prouve son bonne intention, c'est-à-dire pousser ces groupes à venir à Bamako, discuter entre Maliens, sans l'ingérence des forces extérieures ou bien des pressions extérieures.
Merci beaucoup, Konta Ali. Merci beaucoup pour cette intervention. Konta Ali, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Bamako, donc la capitale du Mali. Merci à vous. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous très, très rapidement pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Vous avez entendu donc l'observateur politique Konta Ali. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à rupture de relations entre l'Algérie et le Mali? Vous avez parlé de pays frères, mais la question qu'on se pose aussi, face à cette implication dans les affaires d'un pays voisin, frère, historiquement donc amis, l'armée serait appelée à se déployer à nos frontières sud si cela n'est pas encore fait. N'est-ce pas là un éparpillement de nos forces qui risque de contrarier le potentiel de combat de l'AMP? Avant ça, je voudrais reprendre quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de putschistes, de coups d'État, etc., de transition, limiter les années ou la période de transition, il est curieux aussi d'avoir constaté que le Gabon, ou avant lui le Tchad, n'ont pas suscité de réaction aussi intempestive, ni en Afrique, ni chez le maître de la CEDEAO, la France. Il va de soi que ni l'un ni l'autre ne menace l'ordre établi. Par ailleurs, lorsque vous parlez de tendance, etc., oui, il y a des voix qui considèrent que le maintien de l'ordre ancien serait meilleur. Et ils ne voient pas que l'Afrique avance, l'Afrique bouge, le peuple prend conscience et il veut vivre sa dignité d'homme, d'Africain, comme tous les autres. Pour la rupture, non, on est loin de la rupture. Il y a peut-être. Mais si Mohamed Khelfaoui, oui. Si Mohamed Khelfaoui, quand on parle de rupture, quand on voit par exemple, vous étiez souvent aussi mon invité par rapport à la question du Sahel, que vous connaissez très très bien. On a des soucis avec le Niger, et on a des soucis maintenant avec le Mali. Est-ce qu'on peut dire que la rupture avec le Sahel est déjà consommée et que le Sud est désormais un front dont il faut repenser le contrôle et la surveillance? Bon, le premier, c'est-à-dire que lorsque vous parlez tout à l'heure de redéploiement de l'armée, etc., même s'il y aura des déploiements, il serait plutôt sécuritaire, un déploiement de maintien de l'ordre, en aucun cas dissuasif, une quelconque démonstration de force. Les acteurs d'un côté ou de l'autre devraient s'interroger sur la réussite de l'intégration des mouvements armés au Niger, et comme je l'ai dit juste avant, et pourquoi pas ailleurs? Qui est derrière tout ça? Ensuite, pour votre question, toujours de ce déploiement, le premier problème qu'on aurait et qui se poserait, serait comme à chaque crise, le flux certain des populations qui migrent vers l'Algérie, et la situation ne serait pas celle des années passées. Ça sera à qui on portera la décision, parce que c'est des choses très déclarées, très nettes, de part et d'autre. C'est pour ça que la région risque de s'embraser. Le pouvoir de Bamako, à mon avis, doit bien évaluer les risques et ne doit en aucune façon tourner le dos à l'Algérie. Et il en est de même pour nous. Ces ennemis sont nombreux, et en tout cas, cette fois-ci, la situation est délicate et plus complexe encore. Il faut méditer la chose et bien évaluer. On comprend ce que Bamako aurait aimé, aurait souhaité, voir l'Algérie l'accompagner, une fois qu'elle a rejeté le plan d'Alger, l'accompagner dans l'autre tentative de règlement de son conflit, puisque depuis une trentaine d'années, il y a ces rencontres, ces tentatives de résolution des problèmes. Et à chaque fois, à l'époque, c'était surtout les groupes armés qui rejetaient ce qui est proposé, ce qui est fait. Mais Mohamed Khelfaoui, tout le temps. Mohamed Khelfaoui, vous avez dit que les autorités maliennes ne doivent pas tourner le dos au pouvoir algérien.
et vice-versa. Est-ce que vous pensez aussi, quand on lit le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, on constate que ce communiqué tourne le dos aux autorités maliennes, entre guillemets? Oui, mais malheureusement, bon, quand on lit, quand on écoute ce qui a été écrit, c'est là aussi, j'ai dit l'escalade verbale. Oui, c'est comme si on s'adresse au peuple, le devoir de l'Algérie d'informer le peuple. C'est-à-dire, en d'autres temps, ce langage-là aurait été peut-être discuté ou mené ou employé, disons, en circuit fermé ou en groupe spécialisé. Je veux dire une rencontre directement verbale entre les responsables. Peut-être on aurait tenu ce type de langage et encore avec un peu plus de diplomatie, mais pas de langage guerrier ou de provocateur, etc. Donc, où va de notre pays lorsqu'il aborde les choses sous cet angle? Est-ce un nouveau paradigme? Est-ce une autre manière d'orienter le pays? Là, on n'a pas encore maintenant, pour les relations avec nos voisins maliens, nigériens et des autres, si les relations continuent à se dégrader, les choses risquent quand même de porter préjudice à tout le monde. Très bien. Très bien. On va parler ici, Mohamed Khelfaoui, sur... Je reste quand même... Madame, oui. On va parler sur les risques. Je reste quand même un peu optimiste parce que on va parler sur les risques et votre optimisme aussi. معليش بقى معنا سي محمد خلفاوي parce qu'on doit faire intervenir aussi nos invités qui sont avec nous. Abdelrahim Moussawar, qui est enseignant universitaire mais aussi militant politique, mais aussi Mourad Yefsah qui est avec nous. Mourad Yefsah qui est consultant, membre fondateur des Algériens, du Comité citoyen algérien. Mourad Yefsah, je vais vous donner la parole à vous. Vous avez entendu cet échange donc par rapport à cette question diplomatique dans notre pays, la direction de la diplomatie dans notre pays. Encore une crise avec un pays voisin. Votre lecture des choses? Je pense que pour que les citoyens algériens puissent comprendre, il faut quand même qu'on puisse lui donner des éléments. C'est quoi cette région dans laquelle il y a des problèmes? Cette région, c'est les problèmes qui sont posés dans le nord Mali, c'est-à-dire au nord donc, du fleuve Niger, et qui est constitué à peu près donc, de 850 000 km². C'est-à-dire, d'après donc l'OCDE, c'est autour de 65% du territoire donc, du Mali, sur lequel vivent à peu près entre 2 à 3 ou 4 millions donc, de citoyens maliens, dont la majorité sont des Touaregs. Le problème qui est posé par les Touaregs, il date déjà des années de la Première Guerre mondiale, en 1914, 1915, 1917. Il y a eu déjà donc des problèmes à l'époque donc qui étaient posés par les Touaregs vis-à-vis donc des puissances coloniales. Ces problèmes qui ont été posés donc ont des causes. Les causes sont les mêmes que celles qui ont été posées lorsque le Mali a eu son indépendance en 1963. Donc l'une des premières révoltes et qui a éclaté, c'est en 63. Bon, les problèmes n'ont jamais été réglés, ce qui a amené effectivement donc à la constitution donc du groupe armé, de différents groupes armés donc dans cette région. Il faut savoir que dans cette région aussi, il faut que les Algériens sachent que d'après donc ce que dit l'OCDE, c'est qu'il y a des richesses. Il y aurait du gaz, il y aurait du pétrole. Il y a aussi donc une nappe phréatique apparemment donc avec énormément d'eau. Il y aurait donc des terres rares. Il y aurait d'autres ressources. Donc il y a effectivement des puissances qui sont intéressées par cette région. Troisième chose. À aujourd'hui, donc les compagnies qui ont signé des accords avec le gouvernement malien pour l'exploitation donc du gaz et du pétrole dans cette région, c'est Sonatrach avec l'ENI donc d'Italie. Quatrième chose, depuis donc les accords d'Alger, c'est à la suite d'un événement majeur qui s'est produit, c'est le fait que des groupes armés ont occupé toute cette région et ont chassé les autorités maliennes donc de tout le nord Mali.
Donc c'est à la suite donc de cette révolte, donc de cette guerre donc de 2012, où il y a eu l'intervention sous l'égide de l'ONU, donc avec la partie militaire qui a été prise en charge, c'est l'intervention donc de la France. Politiquement, c'était l'Algérie qui a été désignée pour coordonner donc la solution politique, et qui de 2012 jusqu'à 2015 a abouti donc aux accords d'Alger. Qu'est-ce qu'il y avait dans les accords d'Alger 2015? Donc 2015, il y a donc différents points importants. Donc il y a un point important, c'est concernant donc la vie économique, sociale donc des populations de la région qui vivent dans des situations intenables, pour différentes raisons, donc on ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est important de rentrer dans les détails. Deuxième chose, c'est que ces populations, donc Touareg, elles sont sur 5 pays. Elles sont sur le Mali, elles sont sur l'Algérie, elles sont sur le Niger, elles sont sur le Burkina, elles sont sur la Libye. Donc c'est pas seulement le Nord Mali. Les Touaregs est un peuple qui a toujours, donc de tout temps, qui a habité cette région-là et qui a toujours circulé librement, bien avant que les frontières léguées par le colonialisme ne soient imposées et leur imposent un ensemble donc de restrictions pour leur déplacement et pour leur. Donc j'ai encore 2 autres derniers points à dire. Très rapidement, Mourad Fsah, parce qu'on doit passer le micro rapidement. Oui, j'arrive. J'ai 2 points. Donc cet accord donc de 2015, l'un des points importants, c'est sur la situation économique et sociale donc des gens de la région. Le troisième aspect, c'est par rapport à leur identité et sur lequel effectivement il y avait un accord pour qu'il y ait une décentralisation donc du système organisationnel de l'État malien. Or, la constitution donc qui a été adoptée donc en 2023 donc par le gouvernement malien, qui est le produit de 2 coups d'État depuis 2015. Il y a eu un premier coup d'État en 2020, il y a eu un autre coup d'État donc en 2021. Sans parler donc des autres coups d'État auparavant. Donc rien que depuis l'accord de 2015, il y a eu 2 coups d'État, c'est-à-dire des changements majeurs à l'intérieur de la direction politique donc du Mali. Donc le dernier point que je voulais donc dont je voulais parler, c'est que quand effectivement j'ai écouté ce qu'a dit donc le représentant du Mali et la réponse algérienne, le problème donc du Mali ne vient pas donc de l'accord d'Alger. Il est beaucoup plus profond, c'est par rapport à ces populations. C'est ça qui est important. Très bien. Mais aussi la responsabilité de l'Algérie, Mourad Fsah, parce que on a entendu donc le représentant du gouvernement de la transition dans ce communiqué, le colonel donc Abdoulaye Maïga. Il accuse clairement l'Algérie d'ingérence, mais aussi de terrorisme. Abdelrahim Moussaoua. On va écouter Al-Majid Tebboune quand il avait déclaré devant Poutine qu'est-ce qu'il en pensait par rapport à ce qui se passe au Mali. On l'écoute et je reviens à vous juste après. مالي تبقى دولة قريبة لنا جدا منذ قرون، وإذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي. هو حاليا فيه اتفاق الجزائر ما يسمى باتفاق. Donc vous avez entendu Al-Majid Tebboune là pendant sa visite en Russie, نتشاور بما يتعلق يعني Mali. Comment peut-on lire ces déclarations, Abdelrahim Moussaoua? On parle d'un pays qui a des frontières avec l'Algérie. Je pense qu'on peut parler de presque 1200 kilomètres de frontières avec l'Algérie, un pays ami, un pays frère. Et quand il déclare à Poutine en Russie, donc en Natashawar sur le Mali, là, la question se pose. Sur notre direction de la diplomatie, la direction de notre diplomatie, mais aussi l'indépendance, si on peut dire, de nos décisions concernant notre pays et l'intégrité de notre pays, la sécurité de notre pays. Cette phrase qui a été prononcée par le président désigné Abdelmajid Tebboune dans la traduction littérale est on aimerait bien discuter sur la gestion du dossier Mali. Mali, ça veut dire quelque part
Abdelmajid Tebboune demande une autorisation de Poutine pour que l'Algérie puisse être quelque part le médiateur, être celui qui gère le dossier de la question du Mali. Cela nous rappelle, parce que je ferai toujours des liaisons avec ce qui se rapporte au peuple algérien, Abdelkader Ben Salah, quand il s'était adressé au même président Vladimir Poutine en 2019, en disant ça veut dire ne vous inquiétez pas, en Algérie, dans nos affaires internes, nous sommes en train de gérer la question. Et je rappelle aussi, parce que j'entends parler depuis tout à l'heure des interventions qui sont bien sûr, qui relatent un peu la situation au Mali, au Tchad, au Niger, notamment ces populations touareg dans le nord du Mali, le sud de l'Algérie, ainsi que d'autres pays comme la Libye, dont il ne faut pas oublier l'épisode Haftar, mais aussi au Burkina Faso, les touaregs qui sont des populations nomades. Je voudrais aussi rappeler qu'en 2019, quand il y a eu le Hirak, les premières semaines, voire les premiers mois, le Gaïd Salah, qui saluait le pacifisme du peuple, qui saluait le Hirak et les slogans menés par le Hirak contre une Aïsaba du pouvoir algérien. Une visite aux Émirats Arabes Unis, à son retour de cette visite, il a changé de comportement, début des emprisonnements, début des arrestations abusives, début de la répression de tout ce qui bouge en Algérie, notamment les militants politiques, les hirakistes, les syndicalistes, les journalistes, etc. Il y a un élément essentiel à ne pas oublier, c'est que je suis de ceux qui disent clairement que notre opposition au système néocolonial en Algérie, elle est sans faille, elle restera sans faille, mais nous dirons toujours que nul ne pourra renier le fait qu'il y ait un danger régional mené par, notamment dans une politique de normalisation avec l'État sioniste d'Israël. À côté, vous avez le Makhzen au Maroc, et puis vous avez l'ingérence des Émirats Arabes Unis dans les affaires économiques et militaires en Algérie. Lorsqu'on accorde à un pays qui s'appelle les Émirats Arabes Unis des relations économiques et même la gestion même des ports, des relations névralgiques, la technologie de l'armée, la gestion des ports, l'installation de le sud algérien, il faut savoir que c'est aussi pour étudier le terrain. Aujourd'hui, les Émirats, avec tout ce qui se passe, cette normalisation des relations avec c'est-à-dire le Maroc, l'Israël, etc., ils peuvent aussi s'ingérer dans les affaires au Mali. Je rappelle à ce pouvoir... Mais aussi, Abdelrahim Moussaouar, le contre-argument de ce que vous êtes en train de dire, il faut dire que l'autorité militaire au Mali, elle a été soutenue par la milice Wagner. Qui c'est qui a facilité, si on peut dire, cette milice Wagner d'arriver au Mali? Beaucoup de rapports vous diront que c'est le pouvoir en Algérie. Alors, lorsqu'on parle de cela, effectivement, c'est cette trahison langagière que mène la diplomatie algérienne qui en ce moment n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'a toujours été la diplomatie algérienne, qui miraculeusement est le seul élément qui reste non trahi de la diplomatie du GPRA et du FLN révolutionnaire. Mais malheureusement aujourd'hui, avec des messages, avec des appels de guerre, lorsqu'on entend un président qui menace par-ci, par-là, avec des 87 bis dans le code pénal en Algérie, il faut savoir aussi que ce sera difficile d'être accusé aujourd'hui c'est-à-dire d'accueillir des fractions considérées comme terroristes, comme par l'État malien, les Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Ils peuvent jouer cette déstabilisation de la région. Il ne faut pas oublier que ce qui s'était passé en Libye, ils ont soutenu financièrement aux côtés de la France, ils ont soutenu le groupe de Haftar, Wagner. De Haftar, absolument. Dangereusement, c'est ce qui risque de se passer au Mali, parce que la diplomatie algérienne aujourd'hui, le président qui se proposait comme médiateur, moi j'essaie d'utiliser une vision d'un simple Algérien dont la diplomatie est utilisée pour faire de la médiation. Lorsqu'on fait de la médiation, on va essayer de discuter avec tout le monde au même niveau. On évite toujours d'accueillir certains et de laisser d'autres pour ne pas donner le doute sur
une certaine ingérence. Donc, surtout que les données ont changé au Mali. Surtout que les données ont changé. Et ça a été mentionné par Mourad Yefsah. Mais quand on voit la une de Al-Khabar, par exemple, Abdelrahim Moussawar, et là on va la voir, Askariou Bamako yakhtarouna al-harb al-ahliya. Est-ce qu'on est en train d'escalader donc cette crise diplomatique avec le Mali quand on voit ce genre de titre, Abdelrahim Moussawar? Là, ils disent le harb al-ahliya, ça veut dire la guerre civile. Ils veulent ramener la problématique malienne seulement à une éventuelle guerre civile au Mali, sans oublier que les autorités militaires maliennes, lorsqu'on entend le porte-parole de l'armée malienne menacer d'un ton les autorités algériennes ou l'Algérie tout simplement, parce que notre pays, ça restera notre pays, la souveraineté de notre pays restera toujours notre trajectoire. Lorsqu'on le voit menacer l'Algérie d'une telle façon, ça veut dire tout simplement que même une escalade militaire contre notre pays pourrait être envisageable. Mais comment des pays comme le Mali, comme le Niger, avec des données militaires qui ne pourraient éventuellement pas s'égaler à celles de l'Algérie, utilisent-elles un tel langage, si ce n'est une garantie qui pourrait être donnée par d'autres États, comme je le disais tout à l'heure. Abdelrahim Moussawar, très bien. Vous avez parlé de souveraineté, on va écouter Majid Tebboune parler de la souveraineté. الدولة نتاعكم راكم عارفينها اليوم ما عدا القوة الإلهية القاهرة ما فيش قوة في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر. اللي يبغى يمشي يشوف ممثلية هنا ولا ممثلية لهيه ولا شرق البحر راه يضيع في وقته. يضيع في وقته. الجزائر وصلت اليوم نقطة لا رجوع في الدفاع بشراسة على السيادة نتاعها. Donc, les déclarations de Majid Tebboune. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir sur une dernière question parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous, mais aussi Abdelrahim Moussawar et Mourad Yefsah. Est-ce que vous pensez par cette politique qu'on est en train de constater depuis 2019 et surtout l'absence totale de vision en termes diplomatiques? On a vu ces dernières années, par exemple, des crises. On est arrivé même à la rupture avec le Maroc, la crise avec l'Espagne, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui, si on peut dire, a pris une décision en termes concernant donc le Sahara occidental, et que pour eux, tous les documents officiels intérieurs ne vont pas mentionner le Sahara occidental. Ils vont mentionner donc le Sahara marocain. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre tout le monde et qu'en termes de diplomatie, on est en train d'exposer notre pays? Je voudrais d'abord peut-être donner une précision, peut-être que c'est utile. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu un seul plan de règlement de la question, si on peut appeler ça comme ça, la question du normaliste, c'est-à-dire Touareg avec. Il y en a eu plusieurs, et d'ailleurs, ça a suscité donc des soulèvements ou des mouvements, cette séparation entre les mouvements armés pour dénoncer les différents plans, et ça a suscité également des prises de position de l'armée. C'est une entité très importante, c'est une structure d'un pays, c'est une structure d'un pays qui est très importante et qui n'est pas d'accord avec les plans. Donc, ça, c'est d'une part. Et ce qui a exacerbé tout ça, et contrairement à ce qu'on vient de dire, ce ne sont pas les mouvements armés qui ont chassé l'armée malienne du Nord. Mais non, c'est l'armée française qui a empêché l'armée malienne d'accéder au Nord. Et c'est d'ailleurs un point qui a laissé Goïta, celui qui est actuellement le président de l'État, c'est lui qui a essayé de se poser des questions, c'est lui qui a laissé mener ce coup d'État justement pour rectifier la chose. Et le doute est là donc. Alors, pour ce qui est de la résolution, pour finir avec le Mali d'abord, je crois que l'armée malienne, qui est très importante, on ne peut pas imaginer un pays sans son armée, qui est très importante, reproche
au plan de 2015 une certaine rigidité. Donc, on peut discuter de la souplesse, c'est-à-dire Alger peut-être au plus haut niveau, pour sauver nos acquis, la région sahélienne, et ce sera le point positif pour l'Algérie, au plus haut niveau, d'essayer de reprendre les choses en main, de discuter de là où c'est rigide. Amener les mouvements armés et les autres partis, en particulier l'armée, de voir quelle est la possibilité ou quels sont les moyens pour pouvoir, un tant soit peu, relever le doute ou éliminer de tout ce qui est obscur. Ça, c'est très important et moi, je souhaite et je sollicite et je demande à ce que, voire même au plus haut niveau, quoique pour moi, le président de la République doit rester au-dessus, c'est lui la dernière barrière. Lorsque tout s'arrête, il se lance corps et âme pour sauver le pays ou sauver la région, Donc, mais s'il y a lieu d'y aller dans ce sens, on y va. S'agissant des pays qui, eux, on a entendu dire, pour ce qui est du Sahara occidental, moi j'avais dit un jour que le Maroc est en phase de gagner une bataille hautement stratégique sans avoir tiré une seule balle. À bon entendeur, salut, j'avais dit ça d'ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire. محمد خلفاوي. Allô. Oui, تفضل نسمعوا فيك. Voilà ce que je peux dire dans ce sens. Ceci étant, de toute façon, les pays du Golfe, surtout les royaumes, les Émirats, ont toujours été du côté du royaume. Les royaumes se soutiennent mutuellement et ils ont tout fait pour écraser les républiques. On voit la Syrie, le Yémen, même l'Égypte a eu des coups, la Libye a disparu, et maintenant c'est l'Algérie peut-être, mais nous maintiendrons, nous tenons prêts pour répondre à toute éventuelle agression, mais nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Ce qui a été construit après 60 ans ne doit pas être détruit, mais sinon nous répondrons. Merci. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le plus important pour moi, c'est surtout la question sud, notre flanc sud, nos arrières. Il faut les protéger, il faut s'assurer comme avant. Merci beaucoup, Mohamed Khelfaoui. Parce que les populations, c'est là, ça, du côté Mali, du côté Algérie, du côté Niger, du côté Algérie, du côté Libye, du côté Libye, sont les mêmes. Et c'est millénaire, c'est cette relation millénaire. Attention, ça peut quand même s'embraser, ça peut se balkaniser de la Qatar-Allah. Donc il faut quand même beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence et surtout une vision très, très lucide. Très lucide. Tout le monde essaie de nous envoyer dans des pièges où il met بارك الله فيك سي محمد خلفاوي, يعطيك الصحة. Il faut faire attention. يعطيك الصحة. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui. Très rapidement, Mourad Yefsah, on n'a pas beaucoup de temps. On va revenir sur cette question bien sûr. Je vous laisse très rapidement, moins d'une minute avec Abdelrahim Moussawar. Oui, je voudrais dire seulement, dans tous les problèmes, au centre de ces questions, il y a des peuples, il y a des citoyens, en chair et en os. Ce sont eux qui sont déterminants. On a vu ces derniers temps, par exemple, par rapport à la question palestinienne, après les accords de normalisation, beaucoup de gens ont crié donc victoire donc de l'entité sioniste sur la révolution palestinienne qui a été étouffée, etc., etc. Il a fallu donc d'un jour, d'une action donc de déterminés, donc de militants palestiniens, donc de résistants palestiniens, pour que les choses soient totalement donc comment dirais-je, remise en cause. Donc n'oublions pas que au Mali, il y a des millions de citoyens donc qui attendent des solutions réelles donc à leurs problèmes. Au Sahara, la même chose. Donc les gouvernants, les royaumes, etc. Ils peuvent signer des accords, mais tant que les problèmes ne sont pas réglés, les citoyens resteront là et ils continueront donc à les poser. Merci beaucoup, Mourad Yefsah. Très rapidement, Abdelrahim Moussawar, bien sûr, quand on parle de la diplomatie, on doit lier ça à la situation interne de notre pays. Est-ce que vous pensez que cette impasse politique nous complique la situation par rapport à notre
rapport avec le monde. On est en train de parler donc du Mali. Est-ce que vous pensez que notre pays est exposé par cette politique très rapidement ? Alors, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, tant que la souveraineté, la dignité de la personne humaine en Algérie n'est pas respectée, le seul danger qui reste, qui guette encore sur l'Algérie, c'est le système néocolonial en place. Nous sommes dans l'opposition, mais là, on est à des moments très cruciaux, à des moments très sensibles. C'est pour cela que les appels à la sagesse ne devront jamais cesser. Lorsqu'on a un peuple qui est respecté dans sa souveraineté, un peuple dont on respecte la parole, on peut construire un système politique et dont, bien sûr, y compris une diplomatie, y compris des institutions basées sur le respect, mais aussi sur le respect des peuples. Parce que lorsqu'on respecte son peuple en Algérie, on pense d'abord à tous ces peuples qui sont là au Mali, au Sahara occidental, au Maroc, en Tunisie, en Libye. Donc là, aujourd'hui, le cœur de toute cette question, c'est la volonté populaire. Donc la promesse du Hirak de 2019, elle reste intacte. Merci beaucoup Abderrahim Moussawar et Atik Saham. Merci à tous mes invités. Abderrahim Moussawar, enseignant universitaire, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Mourad Yefsah, consultant, membre fondateur du comité citoyen algérien, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Merci à Konta Ali, analyste politique, il était avec nous depuis Bamako. Et merci aussi à Nasser Gediora, l'ex-international algérien, il était avec nous dans la première partie de cette émission. L'émission Fil Amq suivra cette émission avec notre confrère Selim Salehi. Restez avec nous et à saha.